Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'analyse technique en bourse. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quels sont les indicateurs principaux qu'on utilise et comment on peut se servir de l'analyse technique pour prendre des positions ou sortir de positions, par exemple, sur le marché action. Alors moi, c'est ce que j'utilise principalement au quotidien. Ça pourrait être un rappel aussi pour les autres qui ont un peu l'habitude. Sinon, ça peut servir également de tutoriel un peu sur les bases de l'analyse technique. Alors, l'analyse technique, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est pas tellement un outil de prédiction. Certains pensent que ça sert un peu à prédire ce qui va se passer. C'est pas vraiment ça. L'analyse technique, c'est plutôt un outil de gestion du risque. Ça va nous servir à détecter des tendances qui vont être plutôt favorables, c'est-à-dire des schémas, des schémas qui se répètent et qui vont nous offrir des probabilités plus élevées d'avoir un type d'événement plutôt qu'un autre. Et ça nous aide surtout à comment se comporter quand ce type d'événement arrive. Alors évidemment, on peut toujours se servir de l'analyse technique pour essayer d'anticiper les événements et de prédire un peu la suite et la hausse ou la baisse, mais c'est pas tellement ça. L'analyse technique, c'est plutôt comment se comporter quand un événement arrive et c'est pas de la prédiction. Alors on va commencer par les graphiques classiques. Là, on a le graphique du CAC, ce qu'on peut voir sur certains sites ou autres. C'est un graphique qui prend uniquement le cours de clôture de chaque journée et puis après qui trace entre deux points, entre chaque journée, on a le cours de clôture et ça nous fait comme ça un graphique qui oscille. Alors souvent, quand on connaît pas trop l'analyse technique, on commence un peu par ces graphiques-là. Pourquoi c'est pas terrible ce genre de graphique? Parce que ça nous donne pas véritablement un peu toute la vie de l'action au jour le jour et surtout les gros événements. Et c'est ça qui va nous importer en analyse technique parce que on va avoir beaucoup plus de détails avec les chandeliers japonais. Donc là, on a un peu les graphiques classiques et on va voir ensuite les chandeliers japonais qu'on utilise en analyse technique. C'est ça. Vous les avez sûrement déjà vus, on les appelle aussi les bougies, c'est pareil. Alors, le principe c'est quoi? C'est que on a un corps du chandelier et une mèche. On va zoomer pour bien voir. Par exemple ici, le 2 avril, ici. Ce chandelier, il est rouge. Ça veut dire on a perdu durant la journée. C'est-à-dire qu'on a ouvert ici sur le haut, le haut du chandelier, et que durant la séance, on a évolué et on a fini ici à la clôture sur le bas. Et si on est vert, par exemple ce chandelier-là du 7 mars, on a ouvert ici, donc tout en bas, et on est monté jusqu'en haut. Donc ça fait le corps du chandelier. Mais c'est pas tout, parce qu'on a aussi des mèches. Si on zoome un peu, par exemple, sur celle-là, on le voit bien. On a la mèche ici qui descend. Et ça, c'est la mèche basse, parce qu'elle est en bas. Et la mèche haute, elle est à peine plus haut que le corps. C'est quoi? C'est l'évolution aussi durant la journée. C'est-à-dire qu'on a ouvert ici, et durant la journée, on a été jusqu'au 180. On a évolué et on est revenu pour clôturer ici sur les 186. Mais toute cette partie-là, elle fait partie aussi de la vie de l'action durant la journée. Et sur un graphique normal, vous n'allez pas la voir. Vous allez passer d'ici la fin de journée à ici une autre fin de journée. Et vous n'allez pas avoir toute cette mèche qui nous indique quelque chose, qui veut dire en fait que durant la journée, cette action, elle a baissé énormément, mais elle a été rachetée quand même en partie. Et plus la mèche est importante, plus ça veut dire quelque chose. Donc les chandeliers japonais sont aussi très importants parce qu'ils nous disent en plus de la taille du corps du chandelier, des mèches et éventuellement des gaps. Les gaps, c'est ce qu'on a ici entre la clôture de la veille et l'ouverture. Si on ouvre avec une grosse différence, généralement on compte les mèches, les mèches des journées précédentes. Donc s'il y a une ouverture qui est bien au-dessus ou bien en dessous, ça crée un gap et on ne les voit pas ce genre de gap sur les graphiques classiques. Donc c'est pour ça que les chandeliers japonais, ça nous apporte beaucoup de détails sur la vie d'une action et c'est beaucoup plus intéressant d'investir et d'analyser ces graphiques-là. On a également les supports.
Alors les supports, c'est assez simple, hein, c'est par exemple des lignes droites ici, qui vont servir un peu de marqueur, de zone tampon sur la valeur sur laquelle elle va revenir et sur laquelle elle va buter à la hausse ou à la baisse. Là, on a un support, une résistance entre le mois de juin 2023, on le voit ici, et novembre 2023, c'est-à-dire qu'on va y revenir plusieurs fois, hein, sur les 167,9. On le voit, la valeur y revient, et elle bute, elle n'arrive pas à le passer. Et là, nous, elle le bute, et finalement, elle le passe. Donc ça va devenir plus tard un support, hein, parce que cette même zone-là, on le voit, qui a été bien travaillée. On va y revenir ici. On va zoomer, hein, le 5 février, puis le 8 février, le 9, et à chaque fois. Mais on ne descend pas en dessous. C'est-à-dire que cette zone qui a été bien marquée une première fois en tant que résistance a fini par casser et est devenue support. Donc un support ou une résistance, c'est ça, c'est une oblique qui a plusieurs points d'impact, hein. C'est ça qui est important pour qu'une oblique, que ce soit une oblique, un support, une résistance fixe ou une oblique baissière ou montante soit pertinente, il faut beaucoup de points d'impact. C'est-à-dire que 2 points d'impact ou même 3 points d'impact, généralement, ça suffit pas. Plus vous en avez, plus le marché valide cette zone-là comme étant une zone clé. Et là, on le voit bien, hein, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et ça finit par lâcher. Et forcément, c'est quelque chose d'assez pertinent. On a la même chose ici avec cette oblique-là, hein. On prend sur le plus haut. Donc, généralement, on prend les mèches. On peut éventuellement, des fois, oublier certaines mèches si elles sont très hautes pour avoir une pertinence plus grande sur l'oblique. Mais là, on prend la mèche ici du 14 décembre. Ça vient taper ici la mèche du 19 janvier, et puis on voit que ça suit quelque part les plus hauts, hein, à chaque fois de l'action. Et puis quand on vient casser, alors là c'est un peu particulier parce qu'on a cassé sur résultat, mais cette oblique, une fois cassée, nous signale aussi un changement de tendance de la valeur. Donc à savoir que les supports, les résistances sont des zones bien travaillées par la valeur, avec plusieurs points d'impact, et quand elles sont lâchées, généralement quand elles sont cassées, à la hausse ou à la baisse, ça indique un changement de tendance à suivre. Alors on a également les ranges, hein, ou les canaux haussiers ou baissiers. On peut le voir par exemple sur cette valeur. C'est la même chose, c'est finalement la valeur qui évolue entre deux obliques. Généralement, c'est 2 lignes parallèles, hein. On peut avoir un range à plat, hein, où on évolue par exemple entre 2 obliques, les 180 et les 160 par exemple, ou des 2 obliques montantes comme on a sur NJ actuellement, avec des plus hauts ici qui sont marqués. Et à chaque fois, la valeur va les retrouver et va buter sur ces plus hauts, hein. On le voit ici une première fois, une deuxième fois sur ces niveaux-là, une troisième fois ici, une quatrième fois. Et le bas du range, c'est la même chose, hein, et on a deux droites finalement parallèles. Donc ça nous donne un canal. Donc généralement, on parle de range quand on est à plat, donc avec des obliques fixes et parallèles au sol, hein, si on veut. Ou alors des canal haussier ou canal baissier quand on a une tendance comme ça qui se dégage et qui va taper à chaque fois sur le bas de l'oblique et le haut de l'oblique et qui rebondit. Généralement, évidemment, quand on est dans ce type de configuration, on vend le haut. Quand on arrive sur le haut, on s'attend à une baisse, donc on a plutôt tendance à vendre le haut et puis à acheter le bas parce on va avoir un suivi comme ça de la tendance qui va se répéter et donc nous faire gagner à chaque fois. Alors on a également sur ces graphiques, hein, d'autres indicateurs autres que les prix, hein. Le prix, c'est les chandeliers, évidemment. C'est les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, c'est quoi? C'est les petits pointillés qu'on a un peu ici. On peut les enlever, hein, regarde. Hop, ça c'est la moyenne à 20 jours, on la voit. C'est la 50, hein, en jaune. En orange, c'est la 100. Alors vous pouvez changer les couleurs, hein, chacun fait comme il veut, il y a pas de règle. Celle en bleu ici à 150 et la moyenne à 200, on le voit. Donc en fait, c'est tout simplement la moyenne alors pour la moyenne 200, c'est la moyenne des 200 dernières journées de la valeur. Donc on a ici la moyenne sur les 200 derniers jours parce qu'on est en journalier, mais on a exactement la même chose, hein. Si on change d'échelle, on se met en semaine. Et bien ces petits pointillés roses là représentent la moyenne des 200 dernières semaines.
Donc ça dépend évidemment de l'unité de temps dans laquelle vous regardez. Ça sert généralement à voir les tendances plus ou moins courtes et plus ou moins longues. Quand on vient casser des moyennes mobiles, généralement les plus courtes, ça peut donner des signaux intéressants en court terme. Et les moyennes les plus longues, ça donne des signaux en long terme. Alors, ce qui est utile, c'est d'utiliser les moyennes qui sont les plus utilisées, évidemment, parce que la majorité des investisseurs et des traders vont utiliser les mêmes. Si vous prenez des moyennes mobiles qui sont utilisées par personne, ça va vous servir à rien. Donc, la plupart du temps, hein, la moyenne la plus utilisée, c'est la moyenne à 200 jours, 200 périodes, mais on travaille généralement journalier. C'est la moyenne long terme très utilisée et qui va servir beaucoup pour les investisseurs notamment. Donc c'est celle-là hein, qu'on va regarder en particulier. Et puis sur les moyennes court terme, on a généralement celle à 10, à 20 ou à 50. Donc là, ça dépend aussi de quel genre de trader vous êtes, mais c'est les moyennes un peu les plus courtes, les plus utilisées. Donc ça permet de donner à chaque fois des signaux intéressants quand le cours revient sur ces zones-là et les casse éventuellement. On a également les volumes. Alors on a ici l'indication des volumes, hein, c'est cette partie-là de l'écran. Ça nous montre le nombre de titres échangés chaque jour. Donc on a ici le nombre, et puis on a ici un petit graphique hein, en histo pour que ce soit un peu plus visuel. Et là on voit par exemple un gros pic ici. On est allé à près de 3 750 000 titres échangés, alors que d'habitude on est plutôt autour de 700 000, on voit. Donc les volumes, c'est quelque chose de très important. Ça nous signale généralement que il se passe quelque chose sur la valeur et qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train de se mettre dessus ou de trader. Alors des fois, c'est des volumes à la hausse, des fois à la baisse. Ça dépend. Ça, c'est aussi à vous d'interpréter les choses. Et généralement, ça arrive sur certains types d'événements quand il y a des annonces, par exemple des résultats ou des annonces surprises aussi. Ça peut arriver, hein, bonnes ou mauvaises. Et généralement, il y a beaucoup d'échanges à ce moment-là. Et donc le titre est beaucoup plus volatile et a tendance à être à faire des gros écarts. Donc là, on le voit, un gros pic de volume. Le cours est monté très fort. Généralement, ce qu'on va rechercher, c'est des volumes constants à la hausse. C'est-à-dire que juste un pic comme ça et puis plus rien après, c'est pas forcément le plus intéressant. Pour être certain qu'il se passe quelque chose, on doit avoir un pic de volume et quelque chose de soutenu. On peut l'avoir notamment ici. On va regarder cette valeur-là. On le voit dernièrement là sur Hoffman, un gros pic de volume. Et puis chaque jour, on a beaucoup plus de volume que les journées précédentes, comme on avait pu avoir ici au mois de septembre également. On a des gros achats qui se font et des rentrées d'investisseurs. Alors après, comme d'habitude, hein, il n'y a pas d'indicateur miracle. Tous les indicateurs sont à regarder les uns les autres. Certains donnent des signaux peut-être un peu faux. Donc c'est à vous aussi d'interpréter avec le contexte du marché. Mais les volumes sont vraiment un indicateur primordial pour les actions parce que c'est ça qui va aussi apporter de la volatilité, donc des cours qui vont bien bouger. Parce que si vous investissez sur une action et qui reste toute l'année pendant 365 jours au même niveau, bah ça sert à rien. Ce qu'on veut, nous, c'est que l'action elle bouge et si possible à la hausse. Et c'est les volumes qui traduisent ça. Les volumes, c'est qu'on a beaucoup d'investisseurs qui achètent plus que d'habitude hein, les actions, une action donnée. Alors on a également la MACD, c'est ce petit graphique-là. Donc on a à la fois des lignes et des histos. Alors MACD, ça veut dire quoi? C'est Moving Average, convergence, divergence. Donc c'est convergence et divergence de moyennes mobiles. Généralement, c'est les deux moyennes exponentielles à 12 et 26 jours. C'est ce qu'on a ici, hein, MACD 12-26. Pareil, hein, généralement, c'est les principaux indicateurs qui sont utilisés par tout le monde. Donc, il ne faut pas essayer de trouver quelque chose de miracle. Il faut faire comme tout le monde et utiliser les indicateurs qui sont utilisés par le plus grand nombre, à savoir ceux-là. Ça nous indique quoi? Bah, ça nous indique tout simplement euh, les, les changements et les cassures un peu de moyenne mobile et donc de tendance.
on le voit ici, par exemple, avec les croisements de lignes, hein, qui nous indiquent des changements de moyenne mobile, et également les histos. Alors, ce qu'on peut faire avec la MACD, ce qui est intéressant, c'est de voir généralement quand on a ce croisement de lignes à la hausse, c'est-à-dire quand on a ici la ligne bleue, hein, qui va casser à la hausse la ligne rouge, généralement, on va voir une explosion des prix. Alors, c'est pas toujours le cas à 100%, parce qu'on on a souvent ici des faux signaux, hein. Ce qu'on attend, c'est des, euh, des indicateurs qui chacun va apporter quelque chose. Donc, par exemple, les volumes, la MACD, le RSI, etc. Et cetera. Et puis le marché global, mais en gros, c'est ça. Et puis, évidemment, hein, quand on est dans le rouge, le but, c'est d'aller dans le vert et d'avoir des histos, et donc une force de ces moyennes mobiles beaucoup plus importante. Plus on va avoir des mouvements importants sur cet indicateur, plus le mouvement des prix aussi de l'action va être important. Donc, généralement, on essaye un peu d'anticiper les croisements de lignes, ou alors une fois qu'il s'est passé, ben, on peut avoir un signal parce qu'on sait que l'action devrait être achetée. Et à l'inverse, hein, quand on a un croisement de lignes à la baisse, le prix risque lui aussi de baisser assez fortement. Et plus on est haut, plus on risque de descendre. Et pareil, plus on est bas, plus on a des chances de monter vers le haut. On a enfin le RSI. Le RSI, ça veut dire quoi? C'est Relative Strength Index, donc index de force relative. C'est un indice qui est entre 0 et 100. Et on a ces deux petites barrières là. C'est le bas, c'est 30 et le haut, c'est 70. Et c'est-à-dire que quand on est au-dessus de 70, on est en surachat. Donc généralement, c'est des périodes un peu où le titre est suracheté, peut-être dans l'excès. Et à l'inverse, pareil, hein, la même chose, quand on est sous les 30 au niveau du RSI, ça veut dire que la valeur est survendue, donc tout le monde la vend. Et là aussi, ça peut être peut-être un peu dans l'excès. Alors, il y a différents moyens d'utiliser le RSI. Et à chaque fois, évidemment, ça dépend également de votre horizon de placement, hein. Si vous cherchez une valeur pour quelques jours ou pour plusieurs mois, vous n'allez pas utiliser les indicateurs de la même manière. Mais généralement, quand on est assez haut ici, comme ça, au niveau du RSI, au-dessus des 70, même au-dessus des 80, on va éviter d'investir parce qu'on sait qu'on risque d'avoir un retour à la moyenne et une consolidation de la valeur. Maintenant, ça, c'est pas forcément à jouer tout le temps comme ça, parce que les fois où on est toujours en surachat au-dessus des 70, généralement, c'est ces périodes-là qui amènent beaucoup de volatilité, beaucoup de hausse du prix d'une action. Donc, c'est aussi intéressant et important de rester sur une valeur comme ça qui est en surachat. Donc on voit qu'on a deux visions un peu différentes, hein, du RSI. Une qui nous fait dire que quand c'est trop haut, faut pas acheter, il faut plutôt partir, et une qui nous fait dire que quand c'est trop haut, ça va continuer de monter. Et c'est un peu tout le problème et tout le travail, hein, d'un investisseur et d'un trader, c'est d'être capable d'analyser ces indicateurs et de les mettre en corrélation avec à la fois le marché, avec à la fois la valeur, et puis ce qu'elle essaye de nous dire pour voir si ça vaut le coup ou pas, et quel indicateur privilégier. À l'inverse, pareil, quand vous êtes sous les 30, hein, l'action a généralement tendance à descendre énormément, et on s'attend peut-être à un peu de normalisation, et quand on recasse les 30 à la hausse, peut-être retrouver une valeur un peu plus haute les jours qui vont suivre. Donc voilà quelques bases un peu sur l'analyse technique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quels indicateurs vous utilisez, hein, pour rentrer sur une action ou pour sortir sur une action. Et on en discutera en commentaire. Bon trade, à plus!